femmes qui sont engagées et chacune d'entre vous, déjà, je pense que vous pouvez l'être ou vous l'êtes déjà engagée, en fait, à votre humble niveau. Parce que quand je faisais mes études, ce qui me choquait le plus ou qui m'irritait, c'était que l'idée, c'est de ne pas boboiser en fait la lutte écologique. C'est vraiment le ramener à tout le monde et que tout le monde puisse comprendre pourquoi il faut préserver la planète. Et ça va de soi en fait. C'est vraiment naturel quand on comprend les problématiques de changement climatique, quand on voit les changements de saison, quand on parle de il faut manger de saison, c'est pour la santé en fait. C'est vraiment pour notre santé. C'est pas juste parce que du coup il faut se priver. Mais c'est déjà dans un premier temps pour notre santé parce que les fruits et légumes qu'on mange chaque saison ont moins de chances d'être traités ou d'avoir des pesticides lors de l'agriculture. Voilà pour ma présentation. Je vais laisser aussi Kourtoum nous parler un tout petit peu également de toutes ces femmes que nous allons présenter très brièvement. On va s'attarder sur quelques femmes, environ 5, pour vous expliquer un peu leurs engagements au quotidien et surtout en France. On a une femme qui s'appelle Fatima Ouazak, qui est politologue, qui est dans le 93, qui a créé un mouvement qui s'appelle le Front des Mers et qui a créé la première maison écologique populaire qui s'appelle Vert Dragon et qui est basée en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc pour mieux situer les choses, il y a eu de l'écoféminisme de génération en génération. On va essayer déjà de vous resituer au niveau des politiques mondiales et les attentions qui ont été focalisées sur l'écoféminisme. Vous savez que on va vous présenter quelques figures, mais il y a 2 temps à vraiment retenir. C'est au niveau des années 75, l'ONU s'était saisie du sujet. Il y avait eu plusieurs conférences et puis plus récemment avec la COP 21 en France, à Paris, il y a eu une autre prise de parole en lien avec l'écoféminisme et plus en lien avec le changement climatique. Mais on est passé de la lutte contre la pollution, la désindustrialisation qu'on a connue dans nos territoires avant que toutes ces usines partent en Chine ou dans les pays de l'Est. Donc dans nos pays européens, c'est comme ça que l'écoféminisme a beaucoup commencé. Et petit à petit, les soucis de cet ordre-là ont évolué vers les interrogations sur le changement climatique et justement les impacts que ces pollutions précédentes ont fait sur nos santé. Voilà, donc puisque j'ai pas donné le cadre historique, moi je pense qu'on va plutôt passer au volet des portraits et comme ça on pourra discuter des femmes. Je pense qu'il y en a que vous connaissez, il y en a d'autres que vous allez peut-être découvrir et c'est aussi le but de découvrir des choses ensemble et peut-être qu'il y a des femmes qu'on a oubliées, peut-être que dans votre village ou au Muro il y a quelqu'un qui est dans l'écoféminisme et que j'ai pas croisé cette figure-là, ce sera l'occasion de l'identifier et qu'on puisse savoir comment dans nos quartiers le militantisme écologique se définit. Et au Muro, on est une ville verte. Moi, j'ai vraiment aimé travailler ici parce qu'il y avait vraiment ce souci du développement durable et dans tous les projets que nous avons menés dans cette ville, que ce soit en urbanisme, en aménagement, la gestion de l'eau, il y avait toujours un aspect environnemental dans tout ce qu'on touchait et c'est ça qui fait que vous êtes heureux, je pense, et que ça touche vraiment le bien-être des Muriotins. Merci. Du coup, au niveau de l'historique, on va s'arrêter un tout petit peu sur le portrait de Vandana Shiva. On va retrouver aussi un peu plus tard. Alors, c'est une femme indienne qui s'est beaucoup, je peux dire, qui a démocratisé en fait la lutte contre le changement climatique dans son pays en Inde. Elle est biologiste de formation et il y a eu une année où l'entreprise Monsanto, qui est une entreprise qui fabrique des pesticides, est venue s'installer en Inde au grand détriment des agriculteurs. Donc il y avait beaucoup d'agriculteurs en fait qui se suicidaient. Et, il y en avait plus d'une centaine qui se suicidaient parce qu'ils empruntaient à la banque des prêts pour acheter des semences, acheter des pesticides et le rendement n'était pas adapté. Donc du coup, à un moment, ils se retrouvaient démunis. Donc ils finissaient par boire en fait les pesticides qui étaient dans les bouteilles et se suicider. Et elle a créé un groupe avec les femmes de ces agriculteurs-là parce qu'elles se retrouvaient veuves
sans rien. Et pour retourner de façon ancestrale, donc l'idée c'est aussi de dire que aujourd'hui il y a une nouveauté. On essaie de ramener au goût du jour toutes ces luttes, mais c'est quelque chose de très ancien aussi. Donc elle a créé un groupe avec des femmes pour retourner à des semences ancestrales, pour retourner à des techniques d'agriculture ancestrale qu'elle a mis en place. Et elle s'est battue en tant que scientifique pour pouvoir interdire l'installation de cette entreprise Monsanto, qui est quand même une multinationale. Elle a réussi à les mettre en dehors en fait de l'Inde, et c'était un grand combat aussi. Donc c'est vraiment une femme très remarquable et très intéressante, moi qui m'inspire beaucoup. Le portrait de Vandana Shiva arrivera plus tard parce qu'elle est plus jeune. Exactement. Vous avez vu les ancêtres de l'écoféminisme, hein, vous avez vu des figures qui datent de 1600, 1800, donc là on est passé rapidement, pour focaliser sur le portrait de Françoise d'Aubonne. Françoise d'Aubonne, c'est la dame qui a fait connaître le terme d'écoféminisme lui-même, comme son prénom le dit, hein, elle est d'Aubonne. Donc Aubonne, c'est pas si loin de chez nous, c'est à côté des Mureaux, je pense qu'on en a pour 30-40 minutes de voiture. Donc ça veut dire qu'on est au centre vraiment de ce mouvement. Et je sais pas, je m'imagine les influences d'une telle figure à proximité du Vexin pour révolutionner ce mouvement-là, et qui dénonçait à l'époque, hein, on disait que les hommes exploitaient non seulement la nature, mais surtout la femme. Parce que dans le modèle de société, vraiment, la femme était quand même aussi comme un instrument de production. Voilà. Mais elle n'avait pas les voix ni les droits qu'on nous connaît aujourd'hui. Et on peut dire merci à nos grands-mères, à nos mères. On a l'impression qu'on est encore oppressé, mais il y a du chemin qui a été parcouru et il en reste encore. Et je pense que c'est aussi à notre génération de se poser la question, quel est notre combat actuel et quel héritage on va laisser à nos enfants. Donc je laisse la question planer, peut-être que dans le débat, il y a des gens qui ont des idées qui pourront en parler. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, là on a... oui. On va avancer, on va prendre tes figures. Là, on a le portrait d'Elisabeth. C'est bon, merci. On a le portrait d'Elisabeth de Fontenay qui s'est beaucoup engagée en fait pour la protection animale. Parce que du coup, quand on parle également d'écologie, on parle de biodiversité, et dans la biodiversité, toutes les espèces en fait sont interconnectées, et la protection animale est très importante parce que du coup aujourd'hui on voit le fait d'avoir des animaux en disparition, ça crée un déséquilibre fondamental en fait dans la nature, parce que certains animaux servent de prédateurs à d'autres ou servent de nourriture à d'autres. Donc du coup c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger dans la lutte contre le changement climatique et la perte de la biodiversité, le fait de perdre certaines espèces ou la disparition des espèces va affecter profondément notre mode de vie. Et je vais beaucoup m'attarder sur les abeilles. Les abeilles, au-delà de produire du miel, pollinisent notre alimentation. Donc le fait de polliniser, c'est-à-dire permettre qu'on puisse avoir des fruits et des légumes qu'on puisse manger. Donc une disparition massive des abeilles entraînera de façon intrinsèque une disparition des aliments que nous mangerons, des fruits et des légumes. Cela va vraiment impacter notre santé. Ce que dit Ameda Sidibé est très intéressant, parce qu'en termes de disparition, il y a aussi la disparition des milieux. La disparition des milieux par réchauffement climatique, il y a des mers qui vont disparaître et d'autres zones où il y aura des montées des eaux. Et je ramène toujours l'exposé aux Mureaux. Vous êtes plein d'espaces verts, plein de milieux aquatiques. On a au parc du Sautour, on a un petit bassin, on a un rue qui passe. Et c'est vrai que dans l'aménagement urbain que vous avez eu, le projet a remis l'eau au sein de la Vigne Blanche, avec des difficultés parfois de cohabitation avec ce rue, des odeurs, des mouches. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient, mais effectivement, en parallèle de ces perturbations, c'était le retour de la nature en ville.
et du développement de la biodiversité. Il a fallu dialoguer avec beaucoup d'habitants pour leur faire comprendre que si ça sentait mauvais, s'il y avait des mouches, c'était pas que du négatif et que c'était aussi la nature qui reprenait ses droits. Après, je pense qu'au quotidien, dans 78 comme ailleurs, vous avez vu la recrudescence des rats. Je pense que c'est un sujet qui doit vous être commun. Mais tout ça, ce sont des déséquilibres de la biodiversité qui impactent votre quotidien. J'espère que vous y êtes alerte parce qu'on a tellement sorti l'homme de la nature que des petits signaux comme ça, on commence à les perdre. Et il faut nous-mêmes avoir ces réflexes-là, à les repérer et aussi les enseigner à nos enfants. Parce que c'est très important. Merci. Du coup, là, on va passer à Wangari Maathai, en fait, tout à l'heure, je vous ai présenté Vandana Shiva, mais on va y revenir aussi. Wangari Maathai était kenyane, biologiste. Je pense que peut-être certains d'entre vous la connaissent, parce qu'elle a été prix Nobel de la paix. C'est une femme juste formidable qui a vraiment œuvré au Kenya pour la lutte contre la désertification. Donc elle a commencé par planter des arbres et elle expliquait qu'au niveau de la fonction publique, tout le monde devait s'engager à planter des arbres. Les militaires plantaient des arbres, les policiers plantaient des arbres et cela a permis aujourd'hui au niveau du Kenya d'avoir une biodiversité qui a été vraiment régénérée et son travail, ses travaux ont été reconnus et elle est partie aussi, elle vient d'un peuple autochtone du Kenya. Elle disait quand elle partait faire ses études aux États-Unis, le Kenya n'était pas encore soumis à une surexploitation. Et quand elle est revenue, qu'elle a vu le désastre, elle a vraiment voulu agir. C'est vraiment l'une des figures aussi mondiales, africaines, mais aussi mondiales sur la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique. Elle s'est engagée très tôt et son travail a payé. Elle a été aussi distinguée en tant que prix Nobel de la paix. Vous voulez rajouter quelque chose ? Ah, moi, de toute façon, de qui qu'on parle, moi, je vais parler toujours des Muro. Moi, des figures comme Wangari Maathai, ça me fait penser à ce qui se fait bien au Muro, à savoir les jardins partagés. C'est une ville où on sait planter les choses. Il y a eu régulièrement... Ah, le micro, il veut plus que je parle. Allez, non, mais même là, je parle normalement. Je sais que c'est une ville qui a à cœur toujours sa biodiversité, la diversité de son patrimoine arboré, parce que c'est une ville quand même qui a mis en place plusieurs parcours, des parcours que j'espère que vous continuez à pratiquer et qui ont été mis en place il y a fort longtemps et qui ont été même mis en version dématérialisée. Je sais qu'il y avait un petit parcours qu'on avait mis en flashcode à l'époque et j'espère que vous continuez à l'exploiter et aussi initier, que ce soit associativement ou via la municipalité, des plantations participatives. Parce que comme elle l'a dit Aminata Sidibé, c'est la politique du colibri. Tout le monde peut contribuer à sa petite échelle au changement d'environnement. Le respect, déjà rien que par le respect, on parle de plantation, rien que de respecter le travail des acteurs locaux, de la municipalité, des associations, vous êtes déjà dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incivilité et qui dégradent malheureusement le travail de plusieurs années de préparation. Nous, on l'a vu, je ne donnerai pas l'exemple d'un aménagement qui a été dégradé en moins de 6 mois, juste par l'incivilité. Donc en réalité, le premier des militantismes, c'est le respect du travail fait par les autres. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, pour ajouter, moi je salue vraiment le lancement de l'association ACSU aujourd'hui au Muro, parce que du coup ça va être une association qui va œuvrer sur tous ces sujets-là, œuvrer pour une écologie populaire, s'engager et aider également toutes les personnes qui aimeraient s'engager, apporter des outils concrets. Donc déjà bravo Emouna pour déjà le travail accompli. Donc là on est revenu un peu sur Vandana Shiva comme je vous l'ai présenté. Aujourd'hui quand on parle vraiment de figure écoféministe, c'est celle qu'on montre vraiment en avant. Elle se bat pour la libération de l'agriculture paysanne partout dans le monde, pas seulement en Inde. Elle vient souvent en France pour participer à des conférences. Il y a un grand événement qui s'appelle Change Now,
qui réunit des grands acteurs qui s'engagent pour la préservation de la biodiversité, changement climatique. Elle y participera dans quelques mois aussi. J'aimerais juste parler également, en fait, dans les années 75, elle s'est engagée, son premier engagement, elle disait, elle s'est juste levée, il y avait une forêt qui était à côté de sa maison et les autorités venaient pour couper cette forêt, pour faire du bois. Et elle a regroupé des femmes, en fait, de son village pour aller encercler les arbres pour ne pas qu'on les coupe, en fait. Et ce mouvement a été vraiment le déclencheur et de son engagement, parce qu'elle disait qu'elle savait même pas pourquoi elle le faisait. Elle voulait juste préserver les arbres et elle disait si vous voulez couper les arbres, il fallait vraiment passer par nous. Et ça créait tout de suite une conscience sur la déforestation. Ah, très bien. On arrive dans les temps modernes. Je pense que c'est une petite fille, bon, une jeune dame maintenant, hein, le temps est passé, qui aura marqué en tout cas notre époque, Greta. Qui, de sa petite hauteur, a réussi à marquer les médias en usant des influences des réseaux sociaux, mais surtout sur le sujet du changement climatique. Et c'est vrai que le changement climatique vu d'ici, bon, en tout cas, on a eu l'un des hivers les plus chauds cette année, donc je pense qu'on commence vraiment à le sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe n'est pas bon forcément pour nous. Je pense qu'on est dans cette salle, beaucoup de nationalités sont représentées. Maghreb, Sub-Sahara, et on commence par les témoignages de nos familles qui sont restées là-bas, voir les conséquences de ce qui s'est passé dans les aires d'industrialisation, et puis il y a encore l'industrialisation dans les pays asiatiques qui continue à faire monter les températures. Moi, je peux témoigner que j'ai eu un été de sensibilisation à la saumone dans le petit sud de la petite côte sénégalaise, où on observe à l'œil nu la montée des eaux, où la physionomie de la lagune a changé, où les gens qui ont grandi là-bas vous expliquent que l'eau était là et que l'eau s'est déplacée là-bas. Je vous dis, sur l'échelle d'une vie, en moins de 20 ans, ça fait quand même peur. Donc en fait, ce qu'on vous dit à la télé, avec des chiffres, des statistiques, oh le thermomètre il va monter, etc., c'est le quotidien, la réalité et la crainte de certaines personnes au jour d'aujourd'hui. Il y a les familles qui étaient au bord du littoral de Saumone, qui sont des personnes qui sont pêcheuses, on le sait qu'elles vivent de ça. On a dû les évacuer pour des questions de sécurité à plus de 45 minutes du littoral. C'est vrai, on a sauvé des vies parce que ça pouvait monter à tout moment, mais vous imaginez le choc culturel pour ces gens-là? Maintenant, il faut faire 45 minutes pour aller au bord de l'eau, pour pêcher, pour ceci, pour cela. Ça nécessiterait normalement, en France, on dirait une reconversion professionnelle, mais dans nos pays, ça n'existe pas, la reconversion professionnelle, ou en tout cas, elle est plus difficile qu'ici. Parce que pendant que vous changez de métier, qui nourrit votre famille, qui paye vos factures, le parachute social, il n'est pas le même là-bas qu'ici. Donc c'est rajouter de la difficulté à la difficulté. Et nous, en termes d'impact, je ne dirais pas que c'est pas la France maintenant qui impacte beaucoup le climat, je pense. Mais en termes d'impact, nous qui sommes ici, nous pouvons travailler avec les gens de là-bas. Pas par condescendance, parce que le temps où le savoir est se situer dans les pays du Nord, c'est dépassé. On est maintenant tous au même niveau de connaissances, d'accès à la technologie. Il y a Internet ici, il y a Internet là-bas, même au plus profond des villages. Là, maintenant, c'est vraiment l'échange de savoir, l'échange de savoir-faire. Et puis, des fois, quand on va au pays, au lieu de faire la tournée des cadeaux, peut-être faire la tournée des champs et de s'apprendre à cultiver, de s'apprendre à survivre dans de meilleures conditions. C'est peut-être ça, maintenant, le grand deal, en fait. C'est pas de s'échanger des vêtements. Ah, je suis venu de France, je distribue les beaux vêtements. Non, je viens avec du matériel d'agriculture, je viens avec des moyens, je viens avec des idées. Peut-être que maintenant, la vraie valeur, c'est pas la valeur monétaire, parce que de toutes les façons, l'argent se faisant rare, il faut qu'on retourne à nos vraies ressources, l'humain. Merci.
Merci beaucoup et c'est très réel. Pour juste m'attarder un tout petit peu sur Greta Thunberg, elle a vraiment en fait lancé un mouvement pour que les jeunes s'engagent en fait. Donc je parle aussi aux jeunes qui sont ici. Vous pouvez vraiment vous engager auprès de l'association Azizou parce que moi j'ai eu l'opportunité de participer aux différentes COP internationales. Donc les COP, c'est les conférences cadres où on discute le futur de la planète, où les représentants des pays se regroupent dans des salles de conférences où chaque pays discute de son futur. À la fin, il y a un traité où on doit s'engager pour respecter ce qu'on a dit. Donc Greta, en fait, dans ces COP, de plus en plus, il y a des jeunes. Au sein de l'écologie universelle, on a intégré un réseau qui s'appelle le Global Youth Biodiversity Network. Donc c'est le réseau mondial des jeunes qui s'engagent pour la biodiversité. On est 68 000 jeunes engagés dans plus de 170 pays. Donc du coup, la pression que la jeunesse met sur la pression en plaidoyer met sur ces représentants des pays n'est pas négligeable en fait. Lors de la dernière COP sur la biodiversité qui a eu lieu à Montréal, les jeunes on a réussi à intégrer le respect et d'intégrer les peuples autochtones, donc c'est les peuples les plus anciens, parce qu'il faut rappeler que ce sont ces peuples-là qui préservent plus de 80% de la biodiversité mondiale. Donc de se concerter avec ces peuples et de mettre du budget pour les permettre en fait de continuer à faire ce travail-là. Ça s'est fait à Montréal où il y a vraiment une communauté autochtone très ancienne au Canada qui était représentée, et il y a des communautés autochtones de tous les pays qui sont représentants, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine. Cette année, la COP biodiversité se fera en Colombie, dans un territoire autochtone. Donc c'est important aussi que les jeunes continuent à s'engager, parce que c'est à partir de Greta Thunberg que plus de 68 000 jeunes aujourd'hui s'engagent pour la préservation de la planète. Et c'est des jeunes, quand on se rend compte, on ne parle pas tous la même langue, on ne vient pas tous des mêmes milieux, mais du coup c'est juste extraordinaire parce que les problèmes sont les mêmes, peu importe d'où l'on vient. Merci. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'on nous a raconté comment s'était organisée la COP21 en 2015 à Paris. Et il y avait quand même un constat des organisateurs qui étaient dans la jeunesse. On a essayé d'associer la société civile, des associations, etc. Mais ça c'était surtout l'échec de la COP de Copenhague, hein, qu'on n'a pas voulu reproduire quand elle est venue à Paris, puisque ça a fini dans la neige, enchaîné par la police, puisqu'on voulait faire venir des officiels à la place de monsieur et madame tout le monde. Chose qui était quand même assez honteuse dans l'organisation, puisqu'on parlait d'un enjeu d'ordre global. Et heureusement, quand ils sont venus à Paris, on n'a pas reproduit le même schéma. Mais moi, le seul bémol que j'ai envie de rajouter sur la COP 21 qui a eu lieu au Bourget, c'était que les Français, les jeunes Français, qui avaient la COP à domicile, n'étaient pas fortement représentés. Et c'est le même constat de COP en COP. On voit des jeunes, on aime bien dire que les pays du Sud sont moins avancés que nous, mais je pense qu'ils sont plus renseignés que nous pour impacter au niveau mondial. Merci. Et du coup, pour poursuivre déjà au niveau des temps actuels, on va parler de Sana Setouli, qui est une femme qui est tout près à Cergy, qui s'engage, qui a lancé Banlieue Climat il n'y a pas longtemps avec un groupe pour sensibiliser, pour parler d'écologie populaire et sensibiliser à la préservation de la biodiversité. Donc du coup, ils lancent des formations pour permettre aux jeunes d'être outillés, parce que souvent c'est ça qui manque. Souvent dans les COP, nous, le travail qu'on essaie de faire, c'est aussi de vulgariser les informations, parce que parfois c'est très technique, et le fait qu'il y ait des associations comme Banlieue Climat, ça permet en effet de sensibiliser aussi de façon très simple les populations pour leur dire, comme le disait Madame Sacco tout à l'heure, chaque personne en fait peut s'engager. On est dans la politique du petit colibri, donc les petites actions plus des petites actions permettent d'avoir quelque chose de durable et de pérenne. En tout cas, l'exposé pourrait durer encore longtemps, parce que des figures féminines qui militent, il y en a des pléiades. Mais en tout cas, on vous remercie pour votre attention, et je pense que Maïmouna me fait signe qu'on a débordé. Et je sais pas, peut-être on peut laisser le micro un peu à la salle pour des témoignages muriotins, comme vous savez bien le faire.
Voilà. Est-ce qu'il y a eu des actions depuis nos dernières rencontres? Qu'est-ce qui se passe au Muro? Est-ce que vous faites encore Plus belle ma ville? Est-ce que ça nettoie encore les quartiers? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites de par ici? Et j'espère que le Covid ne vous a pas trop enfermé. Qu'est-ce que vous avez fait depuis cette période-là pour reprendre la main sur vos vies et votre environnement direct? Merci.